Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Bonjour et bienvenue dans votre trio économique au nom de Milton, Frédéric et Ludwig. Vous êtes bénis, mes amis. Calice. Ah, c'était pas Non. supposé d'être demain, ça? Je sais pas. Peu importe. OK, c'est bon. Je pense qu'il va y avoir une prière à chaque podcast pour les 3 prochaines OK, semaines. c'est bon. Ah, On ok, troll. ça m'a pris 2 secondes de comprendre ta référence. Ah, c'est Mais ça. être religieux, c'est mal. C'est parce que je pensais que tu cherchais un troll particulier qui s'était passé sur X après un de nous autres. Parce que ça a l'air du genre de choses qu'on me dit souvent. Ah, Geloso, c'est un apôtre du libre marché. Puis j'étais là, je cherchais. J'étais comme, j'ai pas vu d'insultes dans ce registre-là dans les dernières 48 heures. Fait que. Un apôtre du libre marché, comme si c'était une insulte. Ben, écoute, le pire, c'est que les gens, écoute, encore une fois, on le dit souvent, au Québec, l'opinion média est tellement à gauche que dès que tu dis ce que je dis, même si tu sais, je suis pas un anarchiste radical, ils sont là comme hey, il veut abolir l'État. C'est pas ça que j'ai dit, pas tout. Mais c'est jamais ce qu'on là, dit, en fait. Hein? C'est hallucinant. Tout ce qu'on demande, des fois, c'est genre juste faire des petites affaires dans la bonne direction une fois de temps en temps. Genre, pas tout le temps à aller à l'envers d'où ce qu'on veut aller. Le pire, c'est que des fois, des gens, ils te prêtent des propos, mettons, des affaires de même, Vincent, puis moi, je vois ça passer, puis je suis comme, Chris, as-tu dit ça pour vrai? Là, je suis comme excité que ce soit peut-être vrai, tu sais, mais c'est pas vrai, tu sais. Là, je suis comme, calique. Ah, moi, c'est celui qui en a un qui me dit tout le temps que je suis pour les subventions au pétrole, puis je suis comme, il me semble que j'ai été très clair à plusieurs c'est ça, aucune subvention, point barre. Classique. Mais ça, les gauchistes puis plusieurs péquistes, là, dans leur tête, c'est vraiment un gotcha, ce truc-là. Parce que dans leur tête, tout le monde est tellement pour les subventions qu'ils assument que nous autres, on veut subventionner des cigarettières, des pétrolières, des comme. Non, me semble qu'on l'a dit très clairement plusieurs fois, on les arrête toutes. Là. Pas mal sûr de ça. Puis, il me semble aussi d'avoir vu quelqu'un aujourd'hui qui nous accusait d'aimer la péréquation. Ah oui, ça là, je ne l'avais pas vu, mais ça, c'est clairement une des choses que j'adore, moi. Je suis reconnu pour être un grand fan de la péréquation. Et on y reviendra dans la partie, dans la taverne plus tard. Ouais, c'est ça. Là c'est vrai, il faut être sérieux. Il y a un sujet recherché aujourd'hui. On ferme la Gaspésie. C'est pas ça que j'ai dit pas, toi. Ah non? C'était qui s'était mis dans la merde avec ça? François Legault. Jeff? Non, c'était Jeff, hein, je pense. Non, Jeff. François Legault, il s'était mis dans la merde parce qu'il avait dit qu'il fallait arrêter de subventionner les éoliennes en Gaspésie. Puis, mais Jeff s'était mis plus dans la merde que ça. Je pense que lui avait carrément dit on offre un package deal au monde pour déménager et on ferme la région. Là, mais... Ouais. En tout cas, moi, je veux parler d'une période dans laquelle les gens voulaient aller en Gaspésie, puis tu avais de la migration vers la Gaspésie. Ah ouais, c'est déjà arrivé, ça? Oui. Il y a quand même 90 000 personnes là-bas présentement. Donc, s'il y a 90 000 personnes là, il y a des gens qui ont dû y aller à m'emmener. Je prends pour acquis que nos auditeurs comprennent le sarcasme quand on dit des affaires de même. Ouais, mais tu sais, on a Olivier Niquet des fois qui écoute. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Le sarcasme, c'est dur pour une certaine tranche de la population qui a été à l'école avec des besoins éducatifs spéciaux. Mais ce qu'on veut parler, c'est le début de la Gaspésie. Puis en fait, c'est vraiment un peu comme la semaine passée. C'est une bonne manière de parler de certains sujets en économie vraiment cool.
puis de faire des loops en tout ça, puis de le faire d'une histoire que les gens vont trouver intéressante. Puis, ben, on est Québécois. Et passer des huîtres aux poissons. On est Ouais, passé c'est des ça. huîtres On à la reste morue. on reste dans un registre très puant, les amis. Oui, Donc, on reste dans le registre marin. Ben, c'est vrai, la morue, je me rappelle, c'est-tu les années 70-80 que ça a brassé pas mal parce qu'on était en Ouais. train de vider carrément les bassins au complet? Là? Ben, exactement. C'était à l'époque, en gros, c'était le gros sujet, c'était que tu avais eu de la surpêche. La surpêche, c'est-à-dire que il y a eu trop d'efforts qui ont été déployés pour collecter du poisson et tu as surpassé la capacité biologique du poisson de se reproduire et donc la population de poissons diminue. Puis en même temps, malgré ça, en fait, pas malgré ça, à cause de ça, les pêcheurs s'appauvrissent aussi parce que tu dois déployer des efforts de plus en plus grands parce que les poissons sont plus épars, sont plus rares. Ben, en même temps, tu ne fais pas beaucoup de revenus. Donc, tes coûts sont plus élevés et tu as des revenus beaucoup plus bas parce que tu en collectes moins. Donc, au net, c'est vraiment un cercle vicieux. Une fois que si c'est dur de quitter l'industrie, c'est très, très, très vicieux comme cercle une fois que tu as commencé à trop pêcher. Fait que là, la morue, ça, c'est dans le fish and chips. Hein? Surtout que c'était populaire, je me trompe-tu? ben, c'est Ben, les je meilleurs pense pas. fish and chips. C'est ça. Mais le commun, en fait, je pense pas que c'est la morue. Le commun, c'est l'aigle fin. L'aigle fin puis le haddock, là, je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est les deux les plus communs pour le fish and chip. Mais avec la morue, c'est meilleur. Bien meilleur. Ben oui. La morue goûte très bon comme poisson. Si tu vas en Espagne aujourd'hui, en passant, ça existe encore le nom bacalao. Bacalao, c'est de la morue salée. Et c'était très, très prisé dans tous les catholiques d'Europe pour la raison du carême. Parce que tu pouvais manger. C'est tout le temps faute à Jésus. Toujours la faute aussi Jésus. Ouais, c'est ça. Je fais plaisir à Yann aujourd'hui dans son rant. Mais Il avait-tu un permis, lui, pour... Ouais, c'est ça. Pour manger du poisson le vendredi, là, c'est faux. C'est contre la loi 21, ça. ben écoute, je pense que le pape a donné le permis à cette époque-là. Mais à moins que tu crois au processus qu'il y a eu avec le concile qui a allégé les règles sur manger de la viande, parce qu'il y a eu un changement dans les années 60 autour de ça, mais on peut parler de... Il y a un article connu en économie, The Pope and the Price of Beef. On laissera ça de côté, mais il y a des choses qu'on peut parler. On pourrait même en faire un épisode sur l'effet du pape sur le prix de la viande. C'est une histoire vraie. On pourra faire ça. Mais ce que je t'avais d'expliquer, c'est tout basé sur un article que j'ai publié dans Journal of Government and Economics. Puis ça concerne, puis là, si tu veux aller à la slide d'après, juste pour montrer. Celui-là, en passant, si les gens le veulent. Arrive-tu des fois que tu publies des articles qui n'ont pas rapport avec la bouffe? Oh, il y en a plein. Les phases, c'est pas à propos de la bouffe. Mais il y a une proportion significative de mes articles qui touchent d'un degré à un autre à des éléments. Vas-tu en faire un sur steak and eggs un jour? Ben, en fait, je peux en faire un sur le prix du bœuf puis le pape. Fait que, tu sais, possible. Ben, en fait, je voudrais en faire un sur les vaches sacrées en Inde avec mon collègue Pete Leeson. Mais écoute, un steak à la fois. Juste pour mettre les gens en contexte, la région dont je veux parler aujourd'hui, c'est à peu près la région de la baie des Chaleurs qui va jusqu'à Grande-Rivière, mais pas pour aller jusqu'à Gaspé. Donc, c'est un peu la région qui touche entre le Nouveau-Brunswick puis la Gaspésie. Et un Montréalais comme toi, tu es capable de t'orienter en dehors de l'île? Ou... Si j'ai une carte et un satellite, je devrais être correct. OK. Faut jamais oublier que j'ai déjà sorti de Montréal. Faut pas le dire à beaucoup de gens, là. Mais ça m'arrive des fois d'aller en dehors de Montréal. Contrairement à la majorité du monde qui y vit. Avec ton permis de conduire obtenu à l'âge de 30 ans, ça, tu parles, hein? Oui, c'est ça. Je suis juste assuré d'un bord. Hein? En plus, c'est ça, c'est dangereux. Se rendre en Gaspésie avec un char assuré one side, là, c'est tout un juste sur le côté gauche. Mais c'est correct, quand tu y vas, la mer est de ton côté gauche. Anyway, c'est pas grave. En revenant, faut que tu y ailles de reculons, c'est tannant un peu. Écoute, on fait ce qu'on peut. Mais pour les auditeurs, il y a des épisodes. Pour les nouveaux auditeurs, la référence ici est liée à mon manque de connaissances sur tout ce qui est véhiculaire. Ça doit être dans l'épisode 14, genre. C'est pas là. Écoutez, la joke récurrente, c'est que j'ai jamais eu mon permis de conduire avant 32 ans. 33. Anyway, beside the point, ça fait pas longtemps que je conduis.
As-tu commencé avec un communauto? Non, OK, continue. La Gaspésie, baie des Chaleurs. Non, parce Mais que là, le donc, communauto, la dernière fois, ça nous a amené à des ça places nous a amené loin, bizarres. crime. Ouais, Oui, le point, puis là, la chose que je vais dire aux gens, c'est que les poissonneries, c'est les pêcheries, excuse-moi, c'est un domaine dans lequel tu devrais vouloir un monopole. La raison est étrangement simple, c'est que quand les gens pensent à des monopoles, ils pensent à Ouais, je vois du temps, voilà. des biens privés, puis comme par exemple, disons, de la crème glacée. La crème glacée, si tu avais un monopole dessus, le producteur, lui, peut restreindre l'accès et il va être le seul vendeur de crème glacée. Dans ce cas-ci, les consommateurs sont perdants. Mais ça, c'est parce que tu peux exclure une personne. Si tu n'achètes pas la crème glacée, ben, tu ne l'auras pas. Les pêcheries, c'est pas pareil. Les pêcheries, tu as un problème parce que c'est un type de bien différent qu'on appelle un bien commun. Un bien commun, c'est quelque chose que tu ne peux pas exclure les gens de consommer. Fait que si, mettons, moi, je m'en vais en haute mer puis je pêche du poisson, il n'y a personne qui peut vraiment m'interdire d'aller prendre du poisson, là. Je veux dire, un navire américain peut arriver dans la région, collecter du poisson, puis ils ne peuvent pas faire grand-chose pour l'arrêter. Largement parce que je sais que c'est dur pour des gens comme Olivier Niquet. L'océan, c'est une grande place. OK? C'est difficile de faire des barrières. Les législations des États se limitent à quelques kilomètres de la côte. C'est-tu 20 ou 200? C'est en nombre de 1000 nautiques, je pense. Là, Ouais, je pense mais que j'ai envie de dire 150, mais je pense que je fais une erreur sur le chiffre. mais t'as vraiment une portion. C'est souvent la raison pourquoi que les États se chicanent avec des îles un Mhm. peu isolées. là, C'est que tu agrandis ton territoire marin protégé, puis ainsi de suite. Mais tu tombes assez rapidement en eau internationale. Puis en eau internationale, ben, c'est qui le boss? C'est pas l'ONU. Là. Il n'y en a pas de gouvernement Ouais. mondial. Fait que C'était c'est tout des... l'enjeu avec l'arrestation de Greta. Là. Il y a une couple de Oui, exactement. semaines. Là. Est-ce qu'elle était en eau internationale ou pas? Elle a Exact. disait que oui. Israël disait non parce que vu qu'il y a un blocus autour de la bande de Gaza, ben là, ça étirait. En tout cas, c'est comme Ouais. un genre de débat un peu théorique, là, mais oui, c'est ça. Fait que quelqu'un pourrait s'en aller en dehors des eaux internationales. Ou même, tu sais, dans le fond, c'est très dur d'empêcher le monde de pêcher, là, parce que c'est de quoi de vraiment facile à faire, puis il y a des cours d'eau un peu partout, là, en tout cas, particulièrement au Québec et au Canada. Fait que n'importe qui peut se fabriquer une canne à pêche, un filet ou quelque chose qui peut pêcher, puis il peut aller dans le bois puis pêcher. C'est impossible d'avoir le contrôle là-dessus, là, dans le fond. Oui, puis imagine-toi, parce que la période qu'on va parler, c'est fin du 18e, début du 19e siècle. C'est encore pire à l'époque. Tu ne peux Ben oui. pas exclure personne. OK? Fait que là, tu as un problème où est-ce que si c'est pas moi qui pêche le poisson, c'est l'autre gars, puis il va surpêcher. Fait que ce que tu as, c'est que si les technologies sont particulièrement capables de surpêcher, tu vas avoir de la Hey, surpêche. mais ça me choque ce que tu dis là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps vu le monopole comme étant le pire ennemi de l'économiste. Mais dans cette situation-là, je suis capable de voir les avantages du monopole. C'est même assez facile de défendre les avantages d'un monopole dans cette Exactement. situation-là. La raison, c'est que, puis là, tu sais, j'ai une image après pour montrer aux gens, c'est qu'il y a un sweet spot dans lequel tu veux te retrouver à pêcher. C'est ce qu'on appelle le maximum sustainable yield. C'est le point auquel la population d'animaux reste soit stable ou continue d'augmenter, mais augmente le plus vite possible. Ben oui. À ce point-là, tu peux collecter le plus de ressources possible, tu fais le moins d'efforts possible, puis tu ne surpêches pas la ressource. Et si tu as un monopole, l'avantage que tu as, c'est que tu te fais compétition à toi-même dans l'avenir. Ben Fait que oui. si je surpêche maintenant, ben, il y a moins de poissons dans l'avenir, fait que je me fais mal Mhm. plus tard. Ben, si tu as un monopole, dans un cas comme ça, c'est une bonne chose parce que le poisson ne sera pas surpêché. Le monopole qui se voit dans l'avenir va pêcher à la quantité optimale. Et donc, il ne va pas épuiser les Ça ressources. vient à l'encontre d'un des mythes que plusieurs ont. Tu sais, quand les gens disent le capitalisme sauvage, tout ce que si tu veux, c'est la maximisation du profit immédiat, c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand tu parles à des entrepreneurs ou à des entreprises, tu sais, avoir plus Projette de dans clients l'avenir. cette année pour en avoir 50% de moins l'année prochaine, il n'y a personne qui veut ça. Les gens veulent construire une marque, veulent construire un produit qui va se vendre dans le temps. Ben, ça revient à ce qu'on disait l'épisode passé, là, quand on disait c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise de tuer ses clients. Là. Ben oui, exactement. Fait que, là, oui, OK, tu maximises ton profit à court terme, quitte à rendre malade ou voir faire mourir tes clients, mais c'est une vision à court terme. Là.
Parce Ouais. que sur le moyen terme, même très court terme, tu fais disparaître ton bassin de clients. C'est sûr que si tu vides, parce que ça, en plus, c'est vraiment, ce que tu dis là, c'est vraiment quand même un cas classique. Parce que, tu sais, mettons, au lac Saint-Jean, il y a eu la même histoire, mais c'était pas la morue, c'était ce qu'on appelle là-bas la Wananiche, là, qui est un saumon d'eau douce. Le lac en débordait à une époque, puis à un moment donné, ils l'ont pratiquement vidé, là. Début 1900, entre autres parce que tu avais dans le coin de Roberval un hôtel qui était là, qui recevait des touristes américains et qui, essentiellement américains de l'État de New York, puis ils venaient pêcher sur le lac. Puis ça a pris un certain temps avant qu'ils commencent à découvrir comment ensemencer le lac, puis comment gérer les stocks, parce que maintenant, c'était comme il n'y avait pas de limite. Les gens arrivaient, puis ils pêchaient genre 50, 60 poissons dans une journée, puis ils s'en allaient. Mais je veux dire, c'est pas si long que ça que tu le vides, le lac. Là, tu sais. Fait que Ah ouais, j'imagine que dans le cas de si le poisson prend du temps à se se reproduire, reproduire. Hein. ça dépend du cycle de reproduction, bien sûr, là, mais tiens compte de ça, puis oui, tu peux surpêcher. La question, c'est ben, comment tu fais pour avoir un monopole qui émerge? Parce que euh, ça peut être une réponse, parce que ça peut être. C'est sûr que tu as une autre réponse, c'est que l'État limite l'accès. Il dit ben, il y a juste. Si je te pogne à faire de la pêche, je te mets en prison. On va y aller dans l'extrême. Mais dans ce cas-là, tu fais la même chose qu'un monopole fait, c'est que tu réduis la quantité de pêcherie à la quantité optimale. Ce Ben, qu'on ça fait reste avec la chasse, extrêmement. par exemple. Oui, Exactement ce exactement. Mais qu'on ça fait reste avec la chasse. extrêmement difficile à gérer pareil parce que le braconnage, je ne sais pas si on appelle ça comme ça en pêcherie, là, mais je veux dire, des bateaux illégaux, là, maintenant, Il y en a plein. ça C'est doit pas plus, être super tough. Là. c'est plus facile avec la chasse parce qu'on s'entend que le gars qui arrive avec 3 orignaux dans sa caliche ou à l'époque ou dans son boîte de pick-up, c'est assez facile à voir que tu as excédé la limite de ton permis de 1. Fait que dans le cas des pêches, j'en connais du monde là, qui sont allés pêcher, puis maintenant, il y a un pas un garde de chasse, là, mais un genre de. Je sais pas s'ils les appellent de même, mais bref, il vient voir, puis il inspecte ton embarcation, genre combien il y en a de poissons là-dedans. Là. Parce que tu as souvent des quotas là, quand tu vas à la pêche Yep. aussi, comme avec Mais c'est avec la pour ça, chasse. Mais c'est beaucoup plus difficile à faire respecter que la chasse pour des raisons évidentes. c'est pour ça que pendant longtemps, tu avais un ministère au Québec qui incluait chasse et pêche, parce que c'était une des jobs de réguler l'accès aux endroits communs, parce que ça ne s'applique pas juste aux pêcheries, ça s'applique à n'importe quelle place que tu ne peux pas définir un droit de propriété. Fait que si, mettons, tu sais, je peux accéder à une portion d'une rivière, je peux établir un droit de propriété, exclure des gens, poursuivre des gens s'ils endommagent ma propriété, mais dans les forêts, c'est très dur à délinéer. Tu ne peux pas facilement mesurer une propriété, établir les périmètres de ta propriété, de faire le enforcement qui fait du braconnage. C'est trop difficile. Donc, c'est pour ça que souvent, la solution législative est celle d'utiliser. Mais à travers l'histoire, par contre, dans les endroits comme, surtout les pêcheries, où est-ce que tu avais des problèmes comme celui qu'on décrit, tu as eu, pas toujours, mais souvent, des monopoles qui ont émergé de manière naturelle. C'est-à-dire que tu avais une seule firme, puis soit elle faisait le monopole d'une manière sans utiliser trop de violence, ou des fois sans l'aide de l'État, parce que c'est souvent les contextes dans lesquels on remarque, c'est des endroits où est-ce que l'État n'avait pas une portée pour faire quoi que ce soit, donc de créer un monopole sur pièce, puis de dire le monopole existe et c'est moi qui lui donne une charte. Souvent, ce que tu avais, c'était des monopoles privés qui émergeaient, et la manière qu'ils pouvaient faire, c'est soit ils trouvaient une manière de coopter des locaux de manière pacifique, ou bien de casser des gueules. Et les Cool. histoires des poissonneries, c'est des histoires de pêcherie, c'est des histoires de violence. Tu vas avoir énormément de violence. Tu regardes l'histoire de Terre-Neuve, par exemple, des histoires de violence récurrentes où tu as des gens. Toi, tu ne fais pas partie de la compagnie, fait qu'on va te casser à la gueule. Puis ton bateau, ben, il s'en va dans l'eau. Pas sur l'eau, dans l'eau. Et des histoires comme ça. Puis la raison, c'est parce que tu ne peux pas facilement exclure quelqu'un. Puis faut que tu trouves une solution à ce problème-là. Puis Yann, tantôt, il dit, ben, les années 70, ben, la chose souvent, en fait, quand les gens pensent à la solution gouvernementale qui apparaît, les gouvernements peuvent faire des choses. Tu as des places comme l'Islande qui ont fait des droits de propriété privés où ils ont ce qu'on appelle des individual transferable quotas, c'est-à-dire qu'ils disent, voici la pêche permissible. Vous pouvez acheter votre permis, puis on va le vendre au prix le plus élevé à celui qui est capable de le produire. Fait que dans certains cas, tu as eu une solution via une Vous êtes privatisation. pour ça, M. Gelozo, la gestion de l'offre? Ben, dans ce cas-ci, c'est une bonne chose. Mark my word, dans un contexte d'une ressource commune, c'est quelque chose que tu devrais vouloir parce que sinon, tu as de la surpêche. Mais là,
Est-ce qu'il y a des meilleures manières de faire ça qu'une gestion de l'offre? Probablement. Moi, je pense qu'on va parler d'un exemple historique qui montre que tu peux le faire sans l'État, mais tu sais, l'État peut le faire. OK? Donc, je vais juste mettre ça au clair. Mais quand l'État, les gens pensent, ah, regarde, parce qu'il y a un problème, Geloso Tree, quand il y a un problème, l'État doit intervenir. Mais les problèmes de surpêcherie, le livre là, que je viens de finir il y a quelques semaines, All the Boats on the Ocean, How Government Subsidies Led to Global Overfishing. Puis c'est une histoire de comment les États. Attends un peu, là. Mais c'était pas une joke. C'était pas une Attends un joke. peu, là. On va le traduire, le titre, là. OK. Tous les navires sur l'océan, comment les subventions gouvernementales ont mené à la surpêche mondiale. Ben, c'est de quoi qu'on avait. Moi, ça me surprend pas parce que c'est de quoi qu'on avait déjà parlé quand on avait parlé Mané dans un épisode de perte de biodiversité. Là, puis on citait des exemples, notamment en URSS. en URSS, mais même en Australie, où tu avais des problèmes avec certains animaux, puis le gouvernement Mané faisait juste dire regarde, on vous paye 100$ pour chacun que vous tuez. Parce que c'est des animaux, mettons, qui bouffaient le bétail puis tout ça. Là, entre autres, le fameux tigre de Tasmanie à l'époque. C'est pour ça qu'il est disparu. C'est qu'il a été pas braconné, en fait, c'était c'était légal. C'est que le gouvernement la chasse payait. subventionnée. C'était de la chasse subventionnée, puis ça mangeait les poules. Puis fait que plutôt que de la solution la plus simple, c'est-à-dire, regarde, on donne un chèque à tout le monde qui en bute un. Puis ça a fini par carrément disparaître. Le dernier est mort dans un zoo. Dans les années 60. Les années 60. Ouais, quelque chose. Ben, parce que c'est souvent une compétition entre nations, donc tu as beaucoup de conflits internationaux. Mais aussi parce que les pêcheurs, c'est un groupe qui s'organise pour voter. De la même manière que l'UPA s'organise pour voter. C'est des groupes qui ont beaucoup de clout politique. Et ben en fait, puis ça remonte pas juste aux poissons puis au 20e siècle, les années 1970, mais ça s'applique aussi, par exemple, à la pêche aux baleines. Il y a un article que j'aime beaucoup dans Environmental History où est-ce qu'ils disent que une grosse partie de la surpêche de baleines qui avait commencé au 19e siècle, c'était parce que les gouvernements payaient des bounties pour chaque baleine que tu allais pogner. Donc, tu étais subventionné pour aller pêcher des baleines. Et ben, tu as eu de la Attends un peu, là. surpêche. T'as dit une fois baleine et l'autre fois baleine. J'étais tellement sûr que tu allais aligner là-dessus. Non, mais là, c'est parce que t'es Montréalais ou t'es un gars de Québec? Ouais, Là? mais je suis schizo sur ces trucs-là. Ah ouais. Fait que fais just let it go. Just let it go. OK? Ben, comme Montréalais, faut que tu dises baleine. tabarnak. OK? Reste dans le cadre du podcast. Wales, fuck you. OK. So, tu as eu de la surpêche aux Wales, fuck you, à cause de choses comme ça. Puis les États ont été très souvent des destructeurs, en fait, des ressources marines à cause de ces subventions-là. Donc, tu as énormément de choses qui se sont passées. Et quand tu regardes, souvent, en fait, tu as une tendance à un monopole qui se produit dans les secteurs des pêcheries. C'est juste presque naturel d'essayer de monopoliser. Soit tu as des monopoles avec l'État, soit tu as les trucs que je t'avais parlé avec l'Islande, ou tu as des monopoles privés. Ça devait se couper les filets entre producteurs aussi un peu. Là. Ça devait jouer du coude, j'ai l'impression. Bien, entre autres, mais souvent, une des choses qui va se passer, c'est que si tu étais, par exemple, l'article qui est en bas, ici, il y en a un sur les pêcheries au Texas de crevettes. Il était juste là, c'était juste là, excuse-moi, c'était Contracting Problems and Regulation. Au Texas, pendant les années 70-80, beaucoup de Vietnamiens ont investi l'industrie de la pêche aux crevettes. Et parce que c'était un groupe très unifié, ils étaient capables de policer le comportement des autres pêcheurs s'ils surpêchaient. Parce que c'était un cartel. Et étrangement, le gouvernement a décidé qu'ils allaient essayer de crack down là-dessus. Puis un des points de l'article, c'est parce que le gouvernement a un peu essayé de casser un cartel qui a existé, qui a mené à de la surpêche de crevettes au Texas. Parce qu'avant, le cartel agissait de la manière qu'on avait décrit. Ouais, gérait lui-même. Ben, c'est parce qu'il était en compétition avec lui-même dans l'avenir. Fait que c'est vraiment une tendance naturelle que tu as de vouloir. C'est-tu Forrest Gump, le président du cartel à l'époque? Ben, écoute, dans Forrest Gump, tu veux un exemple? Quand il y a la tornade qui détruit tous les autres bateaux, puis il y a juste lui qui survit, il dit tout le long, tous les moments avant, ils ne sont pas capables de collecter aucune crevette, mais aucune des crevettes. Puis là, après, il est le seul qui survit. Et après, la récolte de crevettes est gigantesque. Puis là, après ça, il dit il a racheté les bateaux. Puis il y avait une phrase parce que tu vois qu'il n'a pas racheté le même nombre de bateaux qu'il y avait avant.
Fait qu'il était tout seul, mais il y avait moins de bateaux, mais ils les avaient tous à lui. Puis là, la récolte reste grosse. La chose qui t'a un peu souligné, c'est que peut-être que Lieutenant Dan puis lui avaient un monopole. C'est un peu subtil, mais tu as une illustration Es-tu là-dedans. sérieux, là? Oui. Ah ouais, mais je suis un économiste, je vois que ça, moi, Chris, quand je regarde des trucs. Quand Moi, t'écoutes Forrest Gump, c'est ça que tu retiens du film, là? Ben, C'est littéralement l'histoire d'un déficient intellectuel, puis lui, il est comme Chris, il avait tout compris. mais c'est la preuve. Mais je veux qu'on voit ça Hey, c'est comme quoi le nom de la compagnie de crevettes déjà, non? Bubba Gump. Ouais, Ah Bubba ouais, Gump. man! Puis non seulement ça, mais tu as des restaurants Bubba Gump. Ils sont excellents. Bubba Gump fait des excellentes choses. Quand j'en vois un, il y en a un en Floride, il y en a un en Hawaï, il y en avait un où est-ce que quand je visitais à Dallas, quand je vois un Bubba Gump, je m'arrête là. Parce qu'ils font vraiment, vraiment le batter pour les shrimps qu'ils font quand ils sont fried shrimps, là, excellent. Ils font aussi un mean po' boy. C'est vraiment bon. Anyways. C'est fin. Hey, une chance je te fais déraper, man. Ça vous donne du stock complètement magique. Écoute, si t'as jamais mangé, t'as-tu déjà mangé un po' boy? J'aime pas les fruits de mer. Écoute, c'est de la friture, OK? C'est une excuse de manger de la friture. Mais si t'es un être humain décent, une fois dans ta vie, tu vas manger un shrimp po' boy. OK? C'est... It's heaven in your mouth. OK? It's amazing. Anyways, mettons ça de côté. La petite chose, par contre, qu'il faut la peine de dire, la chose que je me souviens que je vais noter de Forrest Gump en additionnel, c'est que Jenny est une horrible personne. OK? Faut juste mettre ça au clair. Là. Sa blonde est pas une bonne personne de A à Z. Mais ça, c'est le genre, excuse-moi, je fais une brève parenthèse, mais c'est vraiment le genre de film que je me souviens avoir écouté ça vraiment jeune, là, pas quand c'est sorti, mais pas longtemps après. Là. Puis tu comprends grossièrement l'histoire, mais plusieurs années après, quand tu le réécoutes, t'es comme Chris, le directeur de l'école fourre la mère pour pas qu'il aille dans une classe spéciale. Ouais, c'est spécial. Pareil. Hein? C'est vraiment weird. Mais écoute, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses à propos Un film à plusieurs degrés, mettons. Anyways. Mais tendance au monopole qui est là. Mais en lisant à un moment donné sur... Parce que comme, bon, pour les auditeurs qui sont habitués, ils savent que je travaille beaucoup sur les origines des États, de où les États naissent, c'est quoi le processus de formation d'un État. Donc, l'économique de l'État, c'est la chose qui m'intéresse. Puis, je cherche souvent des situations dans lesquelles l'État n'est pas fort et comment est-ce que les gens règlent des problèmes, puis comment l'État en vient à venir à un moment donné à s'imposer. Puis, j'aurais jamais pensé trouver que la Gaspésie était un exemple de ça. Parce que entre 1765 et à peu près 1850, l'État n'a aucune portée réelle en Gaspésie. Donc, l'État est faible, donc un weak state. Il y a beaucoup de difficultés à faire ses règles. Il y a beaucoup de difficultés à s'attaquer à des gens qui veulent s'attaquer à. Donc, disons, par exemple, le marchand qui est là, qui est à l'écran, qui s'appelle Charles Robin. Ils essaient de s'attaquer à lui. Ils ont très peu de pouvoir. Donc, tu es dans une situation où l'État est d'une faiblesse extrême. Et donc, la question que je pose, c'est bien, toutes les solutions... gaspésien, là, présentement. Exactement. Ouais, donc, c'est ça. en Gaspésie, c'est quoi si l'État n'est pas capable d'apposer la solution, bon ou mal, parce qu'il pourrait subventionner et empirer un problème, mais bon ou mal, s'il n'est pas disponible comme moyen, comment est-ce que les gens ont géré le problème de la pêche? Parce que la Gaspésie a un attrait incroyable pour la pêche encore aujourd'hui. Et un des marchands qui est pionnier dans la région, sa compagnie a existé jusque dans les années 60-70, je pense même 80, ça s'appelait Charles Robin, The Charles Robin Company, CRC. Et c'est ce gars-là qui, en 1765, qui est venu à Gaspé, ben pas à Gaspé, mais à Passepébiac. Il a dit, ça, c'est la meilleure place pour pêcher de la morue. Et il établit un monopole. Il établit un gros monopole des pêches, mais il vient de l'île anglaise de Jersey, qui n'est pas vraiment une île anglaise, c'est une île franco-anglaise, parce que les gens là parlent français et anglais, mais ils ont le meilleur de tous les mondes. Ils vivent sous les lois britanniques. Donc, ils ont... Avec des bons cuisiniers. Avec des bons cuisiniers. C'est comme... pour moi, c'est presque l'idéal d'une vie. C'est des institutions britanniques, mais avec une culture française. Je ne peux pas imaginer quasiment mieux que ça. Mais ça, on est au Québec, hein?
Ah, shit! Ben, écoute, moi, j'attends la République de... Comment il s'appelait, là? L'autre, là? Whatever. Un des caribous. J'oublie tout le temps leur nom, interchangeable. Ouais, il établit un monopole en Gaspésie. Et la manière dont il fonctionne, c'est que lui, en fait, il n'y a qu'un monopole sur les poissons qui sont une fois transformés pour les amener sur le marché européen. Donc, c'est comme un monopole sur la distribution et la transformation, mais pas sur la pêche. Fait que lui, la manière dont il fait son monopole, c'est qu'il dit, écoute, je vais embaucher les gens sur place. OK? Je vais les embaucher pour qu'ils collectent du poisson pour moi, mais moi, je vais faire la saltation. Fait que, tu sais, si tu vas dans l'image après, Oui, parce que ça ne doit pas être donné les usines de traitement de poissons à l'époque. Là. exactement. Ben là, Beaucoup d'investissements de capitaux nécessaires, ainsi de suite. Là. Ben, l'image qu'il y a là pour les gens, là, c'est tu as besoin de beaucoup d'espace, surtout. Donc, ce que tu avais comme pratique, c'est que tu achetais des grosses portions de la plage, tu t'installais le long des plages et tu installais des longues tables ou sinon des échafauds. Et là, tu mettais un peu de sel sur le poisson, il fallait que tu l'ouvres, il fallait que tu y vides les entrailles, tu l'ouvres comme un papillon. Fait que là, comme tu vois les gens ici, la morue est ouverte en papillon, donc elle est complètement tu l'as ouvert sur le long, tu l'as désentraillé, tu l'as ouvert sur les côtés. Puis là, tout son intérieur est exposé. Un peu de sel et il faut que tu l'accroches. Fait que juste l'image après. Là, ça devient un peu dur, mais toute l'image après, tu vois qu'est-ce que c'est. Bien, ça, imagine ça sur des 200, 300, 400, Ça devait 500. sentir bon, hein? Ça sentait pas très bon, Ben, à l'air libre, c'est moins pire. Là. mais ben, en fait, c'est la partie qui sentait pas bon, c'est où ce qu'il fallait que tu enlèves les entrailles. Mais Ouais. la partie, dans cette section-là, ce que tu as ressenti, c'est beaucoup de sel. Oui, c'est ça. Dans ce coin-là, c'était le catalan. Puis le sel, c'est la grande importation de la Gaspésie à l'époque. Fait que, tu sais, les gens qui sont à l'audio, ce que je suis en train de montrer, c'est des points d'ancrage où est-ce que tu accroches les huîtres qui ont été ouvertes en papillon, salées un peu, et Les tu dois morues. les laisser Les morues. sécher. Les morues, oui, excuse. La semaine passée, qui traînent encore un petit peu. Tu peux accrocher tes huîtres, mais c'est Tu peux pas accrocher grand-chose. tes huîtres, mais je pense écoute, ça va sentir le cul très vite. Ouais, c'est ça. Mais, fait que, cette pêche-là, puis la raison que tu as besoin de les faire sécher. Hey, par rapport au podcast de la semaine passée, il y a un couple qui nous ont écrit sur Patreon. Je ne sais pas si tu as lu le message, mais Oui, c'était j'en ai vraiment... un, j'ai lu. Ah oui, qui ont été malades, là. Ouais, c'est en Philippines, quelque chose de même. Parce qu'ils font un Oui, voyage. Ouais. Je pense que c'est un voyage aux Philippines, il y a quelques années. Il dit avoir écouté le trio économique avant ça, notre voyage aurait été plus plaisant. Parce que eux autres, ils comprenaient pas pourquoi tout le monde mangeait les huîtres bouillies là-bas, puis ils ont demandé d'en avoir non cuites, donc crues. Puis ils ont été malades comme des chiens, genre, Ouais. pendant 8 jours. C'est là que moi, Jour de chiasse. Là. ce que j'aime, c'est là que je peux faire l'épisode de South Park. Captain Hindsight, I'm always here to help you once it's all done. Captain Hindsight. Mais ce que ça veut dire, c'est que tu vas peut-être sauver le voyage philippin de futurs abonnés Patreon. Peut-être. Mais Peut-être. en gros, à moins que vous ayez dans un restaurant d'un hôtel très connu, ne mangez pas des huîtres qui n'ont pas dans un pays où est-ce que la qualité de l'eau n'est pas super bien documentée, ou tu ne sais pas où est-ce que ça a été pêché, où il n'y a pas une marque internationale de huîtres. Comme par exemple, si c'était des huîtres Whitstable, qui sont des huîtres d'une compagnie britannique très connue, mange-en pas. Si tu n'es pas certain, prends pas le risque. Mais sinon, Fais les cuire comme du monde. fais des cuire comme du monde. Puis c'est fait style Rockefeller un peu. C'est bon. Mais, là, je me donne faim, là. Mais anyways, ce gars-là, il établit un monopole, mais les gens, en fait, là, les historiens en parlent pendant un bout. Puis là, je n'arriverai pas au tableau qui est là avant une couple de minutes. Fait que OK. les gens, on peut laisser l'image pour que les gens trouvent ça plus intéressant à On va mettre regarder. ta grosse face un peu. OK, je suis désolé. Tout le monde, je m'excuse. Écoutez, comme j'ai dit, j'ai toujours une face pour la radio puis une voix pour l'écrit. Quand tu as ce... Voyons, dans le... Ça m'a un peu thrown off. Le monopole, c'est sur l'exportation, mais les gens locaux sont embauchés par le gars Robin. Et les historiens décrivent le monopole qu'il y a comme étant particulièrement pernicieux. Parce que ce qui se passe, Robin, une des choses qu'il fait, c'est que, il achète toutes les plages, il achète tous les terrains, il est méchant, donc il y a un contrôle sur le territoire, mais aussi, il établit un système qui est
je ne sais pas comment le traduire en français, puis j'ai essayé de demander à ChatGPT, je ne trouvais pas la traduction très bonne. C'est truck and barter. Fait qu'en gros, ce qu'il fait souvent, c'est que tu as un système de dette qui est établi. Le pêcheur t'amène une partie de sa pêche et il va te donner, si tu demandes de l'argent, il va te donner un peu d'argent, mais il peut te donner aussi des biens. Donc, la compagnie va importer le sucre, le café, le sel, le thé, la mélasse, toutes les choses que tu aimes consommer, ton équipement de pêcheur, ils vont tout l'importer pour toi et ils vont te le vendre à crédit. Donc, ils te le donnent au début de la saison. Et après ça, tu les repayes en fonction de ce que toi, tu as capturé. Et la manière dont c'est présenté, c'est que ça crée un système de debt in bondedness, c'est-à-dire que tu es toujours en perpétuité en dette à cette personne-là. Donc, c'est un peu présenté comme Du capitalisme sauvage. du capitalisme sauvage. Puis, quand j'avais commencé à regarder là-dedans, je me suis dit, OK, ben, je lisais, il y a un livre qui s'appelle All the Fish in the Post. L'historienne qui écrit ce livre-là, a dit, ben, c'est clair que ça a réussi l'objectif de préserver la ressource. Il n'y a pas eu de surpêche. Elle dit très clairement que pour la période du monopole jusqu'à la Confédération canadienne, il n'y a pas de surpêche. La compagnie continue de pêcher la quantité optimale. Elle admet que ça a fonctionné, mais elle dit que c'est venu à un coût gigantesque. C'est que la région s'est sous-développée. Puis, quand je disais ces trucs, je disais, mais c'est pas des preuves, ça. Je connais toutes les données sur l'histoire économique du Canada. Je sais que ce chiffre-là, il n'est pas vrai. Tu l'as pris d'une source, puis je sais que tu as mal lu la source. Puis là, je suis comme un peu irrité, puis je lis ça, puis je commence à de moins en moins la croire. Puis à un moment donné, il y a des choses qui commencent à apparaître comme le gars, il était constamment en compétition avec d'autres personnes qui essayaient d'entrer sur le marché. Donc, il y avait d'autres compagnies qui essayaient d'entrer puis de lui faire concurrence systématiquement. Fait que là, s'il n'est pas capable de toutes les exclure, comment est-ce qu'il fait pour réussir à garder les pêcheurs, d'aller le voir lui? Parce qu'il y a d'autres marchands qui essaient d'établir les réseaux de dette puis en offrant des termes plus bas, mais lui, systématiquement, il offre des meilleurs termes. Fait que j'ai commencé à regarder, puis la chose que j'ai réalisée, c'est que le monopole dans les pêcheries, c'est que c'est un profit que tu fais dans l'avenir en gardant la ressource, en la gardant stable. Bien, si tu es capable de donner une cote de ton profit de monopole aux gens locaux pour pas qu'ils aillent pêcher pour d'autres personnes, puis que tu te gardes une partie de ta rente, mais tu en gardes juste assez pour que les autres ne veuillent pas entrer dans le marché. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais, écoute, je fais 100 000 $ de profit, de surprofit à cause de ça, puis je dis surprofit dans le sens des économistes. Je vais en donner 30 000 aux pêcheurs locaux pour moi, en plus de ce que je les paierais au taux du marché. Juste dire, le surprofit dans le sens des économistes, c'est ce qu'on parle d'un profit quand tu as un marché compétitif. Là, on parle d'un marché monopolistique. Fait que c'est le profit supplémentaire, c'est ça le profit, le surprofit dans ce cas-ci. Exactement. Ce n'est pas le surprofit des pétrolières qui sont dans un environnement compétitif. Non, juste le rappeler. vraiment pas. Il faut toujours que je le clarifie, ça, parce que c'est la différence entre le langage commun et le langage dans lequel moi je grandis puis travaille. Puis il faut faire la connexion. Mais si tu en donnes une cote aux pêcheurs locaux, puis que c'est assez pour eux de ne pas aller vers l'autre gars quand il va essayer de rentrer, mais que l'autre gars, il y a quand même juste un petit coup d'entrée qu'il faut qu'il paye, puis ça ne vaut pas la peine de payer ce coup d'entrée-là, étant donné que l'autre a gardé une partie de loyauté. Fait que c'est ce qu'on appelle un partage de rente de monopole. En gros, le surprofit est partagé entre les pêcheurs locaux et la compagnie de pêche. Puis la manière dont c'était fait, c'est avec le système de dette que je te parle tantôt, c'est que les prix étaient beaucoup plus bas qu'ailleurs. Fait que moi, ce que j'ai été voir, c'est que j'ai été prendre toutes les données possibles sur la Gaspésie, puis j'ai regardé, est-ce que les Gaspésiens vivaient mieux que les autres Canadiens à l'époque? Puis la réponse, c'est calissement oui. Fait que là, parce que le mécanisme était là, c'est comme tu ne pouvais pas exclure la concurrence avec l'aide de l'État, tu devais convaincre les pêcheurs locaux de ne pas aller vers d'autres personnes, puis de juste dire, tu sais, s'il y a un autre réseau de pêcheurs, puis l'État n'est pas là, puis tu as une dette au gars, tu peux lui dire, ben tu sais, regarde, tu m'as dit que j'avais une dette pour toi, puis que tu vas me cut off parce que je n'ai pas amené toute la quantité que tu voulais. Je peux aller voir l'Américain qui s'en vient maintenant, puis qui est sur les côtes là-bas, je peux aller le voir, puis te dire, mange ma marde. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je dois de l'argent. Who you gonna cry to, bitch? Le pêcheur a un avantage de pouvoir envoyer chier le gars parce qu'il y a des réseaux potentiels de concurrence.
Puis je me trompe-tu que l'import-export, étant donné que tout passe par les voies maritimes aussi à cette époque-là, je veux dire, les Gaspésiens étaient quand même assez avantagés. Là. Exactement. Donc, les Gaspésiens avaient un avantage d'accès à certaines ressources à cause des coûts de transport qui étaient un petit peu plus bas. Mais aussi, dans ce cas-ci, c'est que la compagnie donne via des prix beaucoup plus bas pour les trucs importés. Ils donnaient des prix beaucoup plus bas aux Gaspésiens locaux. Et ce que tu as eu dans cette période-là, c'est que la Gaspésie a eu une croissance démographique plus rapide que le reste du Canada et plus rapide aussi que la plage juste à côté, le Nouveau-Brunswick, qui lui ressemble aussi à un certain degré. Fait que, si tu veux juste passer, revenir au slide, Frank, pour que les gens voient, j'ai un tableau ici de la croissance de la population de la Gaspésie. Ce que tu vois, puis là, c'est à tous les recensements qu'on a quelque chose. La Gaspésie passe de 400 personnes en 1760 à 22 000 personnes. Juste souligner qu'aujourd'hui, la Gaspésie, c'est à peu près 90 000 personnes. Tu sais, c'était très, très rapide. Puis, tu as une période particulièrement rapide entre 1820 et 1850, parce que si tu regardes entre 1820 et 1819, la population, elle passe de 4 000 à 22 000 en 30 ans. Quand même. C'est gros comme croissance. Si tu regardes la période, tu as beaucoup moins de croissance ailleurs qu'en Gaspésie. Les deux comtés de la Gaspésie, Gaspé et Bonaventure, tu as une croissance de population qui est assez exceptionnelle. Elle est plus rapide que la population du reste du Québec. Elle est plus rapide que le Nouveau-Brunswick ou à égalité avec le Nouveau-Brunswick. Et tu as donc une croissance démographique. Les gens votent avec leurs pieds et disent qu'ils aiment la Gaspésie. Ce qui est assez, faut le souligner. J'ai Si on jamais. regarde le passé récent de la Gaspésie au niveau de la population, tu as 92 000. On a 4 années consécutives de hausse de la population Gaspésie, vive le télétravail, ce qui succède à un déclin de 98 à 2023 de 12 000 personnes. Il était passé probablement de 104 000 à 92 000 à peu près là, pendant une vingtaine d'années. Le déclin de la population de la Gaspésie, c'est une tendance de long terme, mais qui n'a pas toujours été là. Qui commence à s'inverser, by the way. Oui, effectivement. Je ne suis pas en train de dire l'inverse, là, mais la période qu'on parle ici, c'est une période dans laquelle les gens votent avec leurs pieds pour aller en Gaspésie. Si les gens font ça, ça veut dire que les salaires doivent être plus élevés. Il doit avoir des conditions supérieures à ailleurs au Canada. Puis si tu passes à la prochaine slide, choc de choc, c'est exactement ça qui se passe. Quand tu regardes les salaires, donc là, tu as les salaires de la Gaspésie par journée de travail. Tu peux espérer 2 shillings 50, 2 shillings et demi par jour de travail, 48 shillings par mois. C'est un petit peu plus élevé dans le comté de Bonaventure, celui qu'on parle présentement surtout. Si tu compares aux places juste à côté dans le reste du Bas-Canada, donc le reste du Québec, ben c'est beaucoup plus bas. Les salaires sont à peu près la Vraiment plus bas. moitié de ce qu'ils sont. Si tu regardes avec la portion la plus comparable, donc les parties de l'Est, ça serait où est-ce que Yann a grandi, donc le Bas-Saint-Laurent, plus que comparé avec Montréal, parce que Montréal, tu vas avoir du transport, tu vas avoir beaucoup d'industries lourdes en capitale, tu vas avoir des plus hauts niveaux de productivité, tu ne vas pas comparer avec juste de l'agraire. Aussi, il y a un gros écart. Tu compares avec le Nouveau-Brunswick, c'est la même chose. Puis si tu dégonfles, ça c'est la deuxième set de colonnes, si tu dégonfles par les prix, tu dis, bon, on va essayer de tenir compte du coût de la vie dans les différents endroits. La Gaspésie, c'est une place riche. Bon, riche. Moins pauvre que les autres, parce qu'à l'époque, tout le monde est pas mal pauvre. Et ils ont quand même assez d'industries, beaucoup d'industries, même en termes de chantiers navaux, de nombre de médecins par capita, d'usines de transformation du blé, donc des moulins à farine, d'usines de procession du bois. Tu as beaucoup d'industries dans cette région-là, donc tu as quand même, encore une fois, c'est pas une place riche de nos standards d'aujourd'hui, mais c'était une place qui avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis j'ai décidé d'aller même un pas plus loin. J'ai décidé, écoute, on va prendre tous les rapports d'importation, puis on va voir, on va prendre ça comme une mesure de la consommation. Fait que là, ici, j'ai les données de consommation des biens importés les plus importants qu'il y a. Les mélasses, le rhum, bien sûr, le café, le thé, le sel et le sucre. Et j'ai pris la quantité consommée par personne
Ben, dans la plupart des cas, en fait, dans 4 cas sur 6, les gens de la Gaspésie puis de Bonaventure consomment plus que les gens du reste du Canada. Donc, leur consommation par tête de pipe est plus importante. Les 2 exceptions, c'est le café puis le thé, où est-ce que là, c'est le reste du Canada qui consomme plus. Mais quand tu regardes les données historiques, c'est parce qu'il y a beaucoup de contrebande. Parce que les 2 seuls points, c'est les 2 ports où est-ce qu'il y a un agent des douanes qui est là puis qui rapporte. Mais tu as plein d'autres ports qui sont des ports illégaux où est-ce qu'il y a des bateaux qui déchargent des choses. Et étrangement, des 6 biens qu'il y a là, dans lesquels tu penses que lesquels ont les taxes les plus élevées dessus? Le thé, le café. Donc, les marchands de thé et de café, de café, aussi de rhum, ils s'en vont dans des baies où est-ce qu'il n'y en a pas d'agent de douane qui va essayer de dire qu'ils doivent taxer. Et donc, tu as plein de consommations que je manque. Fait ici, quand je montre que, en fait, ça a l'air d'être défavorable, ça a l'air d'être favorable seulement 4 fois sur 6 pour les Gaspésiens, que les Gaspésiens consomment plus que le reste du Canada, ce qui est un bon indicateur de développement. Bien, tous les chiffres sont biaisés contre moi parce que tu as plein de gens qui vont rentrer par contrebande les ressources. Fait que là, en prenant les données officielles, ben, je suis en train de montrer que les Gaspésiens sont probablement consomment plus que les gens du reste du Canada, sont donc probablement plus riches. Puis après ça, la chose qui me restait à tester, c'était est-ce que les prix étaient plus bas en Gaspésie? Parce que si le gars il a un monopole, il va vendre les biens à un prix un peu inférieur que le prix du marché ailleurs. Parce que son but, c'est de dire, ben écoute, si tu me quittes délibérément pour aller à une autre personne, ben tu vas devoir payer toutes les autres affaires plus cher que ce que moi je te donne. Fait que non seulement je te donne du crédit, c'est-à-dire que je t'avance des ressources avant que tu me les payes, puis tu me payes seulement dans l'avenir. Fait que je te vends un service de crédit, mais en plus, je te les vends le prix du bien en soi en bas du prix du marché. Fait que là, j'ai fait une sorte de simulation. La première, c'est baseline, c'est naïve. Donc, c'est une simulation très naïve où est-ce que je prends tous les chiffres tels quels, puis je présume que c'est les mêmes types de dépenses dans les 2 endroits. Bien, déjà là, tu as 3 biens que les Gaspésiens payent moins cher. Fait que même le scénario naïf, 50% du temps, les Gaspésiens payent moins cher que les gens du reste du Canada. Là, en gros, c'est que si ça dit genre 0,38, ça Monsieur veut dire... Geloso, est-ce que les Gaspésiens étaient heureux? Ben attends, j'ai même pas fini. Non, La mais réponse, c'est oui. là. La réponse, c'est qu'ils étaient plus heureux que les autres Il y Canadiens, avait les des autres Québécois. sondages à l'époque. Ben sinon, ils n'auraient pas été là. Ils sont plus heureux. Les gens, si tu quittes une place pour aller à une autre place, c'est parce que l'autre place est Non, moins mais Monsieur plus Geloso, c'est attrayante. impossible. Monsieur Geloso, c'est impossible. Les Québécois sont foncièrement un peuple heureux. Tous les sondages le disent. Pourtant, les Québécois quittent leur province de manière interprovinciale chaque année depuis 1962. Vous dites une incongruité évidente. Ben, Je te écoute, niaise. je ne sais pas quoi répondre à ces affaires-là. T'as pas ton temps avec mes niaiseries. Continue. Attends, j'ai le droit de faire ça? Ben oui. J'ai le droit de t'ignorer? Oui. Hold up. I wasn't aware of that. That changes everything. C'est au 185e podcast que tu allumes. Ben là, Bravo. écoute, T'es rapide. écoute, 185 fois 2 heures à chaque fois, fait que ça m'a pris presque 400 heures. C'est pas si peu que ça. Hein. Il y a des gens que ça leur prend plus de temps à comprendre. En fait, probablement qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris, parce qu'il y a des recherchistes qui le font pour eux. Mais laissons ça de côté. La manière, ceux qui sont à l'audio, ceux qui sont au visuel, qui regardent le tableau, si le chiffre, disons, ça dit 0,38, ça veut dire que le prix est 38%. Au Bas-Canada, il est 38% de ce qui est en Gaspésie. Si c'est en haut de 1, ça veut dire que c'est les gens du Bas-Canada, le Québec, qui payent plus cher. Ben, si tu regardes la première colonne, 3 fois, tu peux voir l'effet que les Gaspésiens payent moins cher, donc que le monopole partage ses rentes pour justement éviter le problème de la surpêche, mais aussi, dans ce cas-ci, un peu attirer les gens dans la région. Parce que tu les attires, mais aussi tu leur offres des conditions de vie plus avantageuses. Deuxième colonne, j'essaie de corriger pour le sujet de la contrebande.
parce qu'il y a beaucoup de contrebande. Même avec un estimé, j'ai trouvé un estimé dans une vieille source qui disait combien il y Monsieur avait de Gelozo, est-ce que les Québécois ont toujours été des crosseurs? C'est ça que vous êtes en train de dire? Ben, Ils ne payaient pas leur juste part au gouvernement? écoute, on a déjà eu la discussion sur comment est-ce que l'évasion fiscale est un droit humain. Et je maintiens cette position. Encore une fois, c'est une de mes positions controversées, mais si l'État n'est pas capable de mettre sa main sur toutes les ressources, il se comporte mieux. OK? Je sais que c'est dur pour des petites personnes comme Olivier Niquet. Ah, shit, je l'ai nommé. Il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre ça parce qu'ils ont comme une sorte de vue que les gens au gouvernement, c'est comme des anges. Puis surtout que, en fait, en réalité, c'est parce qu'ils pensent qu'eux seraient les anges au gouvernement plus souvent qu'autrement. Mais si l'État n'est pas capable de mettre ses mains sur toutes les ressources, il va mieux se comporter, il va faire des choses, il va faire ce que l'État devrait faire. Fait que tu devrais peut-être lui mettre certaines contraintes. Quel mot. Mais anyways, ici, ce que tu as, c'est que si tu corriges pour la contrebande, tu as probablement un certain. Le gap entre la Gaspésie et le reste du Canada se ferme. Si tu tiens compte du fait que les gens consomment beaucoup plus de sel, parce que là, j'avais présumé que c'était le même panier pour les deux, mais la Gaspésie consomme beaucoup plus de sel à cause de la morue, ça s'améliore encore plus en faveur de la Gaspésie. Puis si je tiens compte de différents autres facteurs, ce qui est la dernière colonne, puis je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais encore une fois, c'est encore mieux en faveur de la Gaspésie. Fait que plus, la manière dont tu lis le tableau-là, c'est que plus tu fais des trucs qui sont réalistes, plus ça devient en faveur de la Gaspésie, que les prix étaient plus bas, puis c'était la manière que le gars, Charles Robin, de la CRC, partageait les rentes du monopole, faisant en sorte qu'on ne surpêche pas la morue, mais en même temps, on était capable d'attirer les gens dans la région, de créer du développement dans la région et que, pour une bonne époque, la Gaspésie est un endroit qui est à haut niveau de vie. Puis la chose qui est vraiment triste dans cette histoire-là, c'est plus comment ça se finit. C'est qu'une fois que l'État se met à, à se consolider sa présence en Gaspésie, notamment avec le traité de réciprocité dans les années 1850, mais aussi avec la Confédération, ben, il se met à encourager les gens à aller pêcher, puis il commence à s'attaquer un petit peu plus au monopole du gars. Et ce que tu commences à voir, c'est que la population de la Gaspésie commence à arrêter d'augmenter à la même vitesse, commence à se stabiliser, mais aussi tu vois que les problèmes de surpêche commencent à émerger, surtout avec l'arrivée de la trappe aux morues. Et ben, tu te retrouves dans la zone où la productivité des pêcheries diminue. Puis, ben, j'ai pas mal fait le résumé de la chose, mais ici, ce que tu as, c'est. Puis ça, c'est le résumé de mon point là, sur le partage des rentes. Fait que, tu peux arrêter le share screen si tu veux. Mais ce que tu as, c'est une histoire assez cool. En tout cas, selon moi. D'un mythe, d'une chose que peu de gens savent, c'est que tu as eu un monopole sur une ressource en Gaspésie. Ce monopole-là, en fait, a permis pendant longtemps aux pêches de rester soutenables parce que la compagnie se faisait concurrence à elle-même dans l'avenir, mais aussi de la manière dont elle agissait, elle permettait le développement de la région. Donc, c'était une instance dans laquelle la présence d'un monopole en face d'un État faible était la meilleure chose qu'on pouvait faire et donc qui a même permis à la région de se développer. Est-ce qu'il y aurait eu des meilleures choses à faire que ça? C'est pas vraiment le but du point ici, mais c'est plus de montrer comment est-ce que les gens sont capables de se gouverner, sont capables de développer des manières intéressantes, de gérer des problèmes complexes, le problème de la surpêche, mais aussi en même temps d'améliorer leurs conditions de vie, d'attirer des gens, de favoriser le développement. Puis, mais il n'y a personne au Québec qui va parler ça de même. Si tu écoutes les histoires de la Gaspésie, tu vas avoir des histoires que ça va être que ah ben, tu sais, avant, tu avais les méchants capitalistes qui faisaient mal aux gens sur place, l'État est arrivé, puis là, il y a eu d'autres problèmes de méchants capitalistes, puis là, il y a eu de la surpêche, puis là, aujourd'hui, ben, la Gaspésie, les gens s'en vont. Fait qu'il faudrait qu'on subventionne les gens pour qu'ils restent là-bas. Non, en fait, tu as eu une époque dans laquelle, avec une présence minimale de l'État, les gens ont été capables de se déplacer vers là-bas, puis qui voulaient le faire, puis qui n'ont pas eu les problèmes environnementaux qui venaient avec. Peut-être que ce qu'il faudrait repenser, c'est quoi qui donnerait des incitations entrepreneuriales dans la place pour développer la région, beaucoup plus que si tu décides d'aller dans la solution, le réflexe de tout le monde, d'aller dans le virus mental de l'étatisme.
tout Le cas, virus mental de l'étatisme. ouais, c'est mon expression. Olivier Niquette donne. Il manque de quoi aujourd'hui? L'iris. L'iris. Regarde, Chris, t'as encore oublié, man. T'as fait 3 fois Olivier Niquette aujourd'hui sans parler de l'iris. Tu sais, un moment donné, dose tes affaires un peu. Là. Ouais, t'as raison. Écoute. Mais tu sais, c'est dur de taper sur l'iris. À un moment donné, tu sais, le cheval, il est mort. Ah, il est pas arrêté d'être subventionné, là. À un moment donné, tu sais, t'avais-tu la scène dans Star Wars où est-ce qu'il doit ouvrir le tauntaun avec le sable laser puis ça pue à l'intérieur? Ouais. Ben, c'est à peu près la même chose, mais comme si le tauntaun était resté au soleil pendant 24 heures. Quand tu fesses dessus, je veux dire, t'as pas besoin de l'épée, du sable laser pour comme l'ouvrir. Tu sais, il y a tellement de putréfaction à l'intérieur qu'une fois que tu donnes un coup dessus, c'est comme les baleines qui explosent à cause de la pression. Fait que ça fait comme baleine. Puis là, ça fait poup! Fait que j'ai pas vraiment envie de piquer ce cheval mort là trop souvent. J'ai peur que ça me salisse un peu. Ça, c'est l'affaire que je te niaisais avec les baleines. C'est comme Joey, le gars de Montmagny, qui parle de l'Ukraine. J'ai jamais compris ça non plus. Mais bon, ça appartient à un autre. J'ai jamais remarqué. T'as jamais remarqué comment il dit Non. Ukraine? Parce qu'on est distrait. Joey? On est distrait sur le fait qu'il dit tout le temps si je dirais. Non, il est correct à cette heure. Là. Depuis que ça Ouais, genre, il est moins mais, pire. mais chaque fois que je l'entends, moi, je n'entends plus le reste. Je t'aime, Joey, mais chaque fois que tu dis si je dirais, il y a une partie de moi qui est là. Ouais, demain, on va essayer de parler de l'Ukraine juste pour le fun. OK, on va faire le test. J'avais jamais remarqué pour vrai. J'avais jamais remarqué. On conspire contre Joey dans le podcast, puis il va s'en rendre compte juste vendredi. Ben, je pense pas qu'il va s'en rendre compte, en fait, parce qu'il l'écoute pas. Fait que, Trio, Joey. fait que ça va être... fait que On c'est ça. l'aime, Joey. Il va se demander OK, on s'en pourquoi. va dans la taverne. La taverne est disponible sur Patreon. J'avais oublié de faire ma pub. Mhm. C'est vrai. Antoine, son livre, il m'a envoyé 20 livres. Le piège du confort, Antoine Bernier, Les leçons du passé. J'en ai 20 copies à mon bureau. Ça veut dire qu'on va vous les faire tirer. Pas tout de suite. On va attendre que le tome 2 soit prêt. Fait que quand le tome 2 va être prêt, je vais avoir 20 copies du tome 1 à faire tirer éventuellement. Fait que ça s'en vient. Un gros merci à Antoine Bernier qui a commandité le podcast du Trio économique avec son livre. Un roman qui, somme toute, les gens semblent apprécier sur Amazon. Vive Amazon pour publier des livres. Hein. Oui, Vive c'est ça. Amazon. Rajoutons que la semaine prochaine, ça sera un épisode sur le cartel. Oui, je vais y aller dans une seconde, Frank. Oh, ouais, tout le écoute, monde le j'étais fait. prêt. Ben, j'étais prêt. Ils sont tous prêts. Écoute, autour du libéralisme en 80 idées, procurez-vous votre copie parce que c'est un bon livre. Je ne suis pas un expert, mais c'est un bon livre. Semaine prochaine, Ça met du plomb dans la tête! à la demande de Yann, la semaine prochaine, on va faire un épisode sur les Pourquoi ampoules. j'ai demandé, je ne me rappelle plus. Les ampoules. Donc, Pas celle-là, ses pieds, là. Non, pas celle-là, ses pieds. Ceux-là, c'est les gens de l'IRIS. Mais remise en contexte, je tombe sur une vidéo, 24 millions de vues dans cette vidéo-là, puis on parle d'un genre de cartel au niveau des ampoules au début des années 1900, si je ne me trompe pas. Fait que je dis à Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Évidemment, il est parti sur une shear. Et là, j'ai dit, écoute, Buddy, j'ai dit, tu viendras attaquer un mythe intéressant, là, parce que c'est une chaîne de science qui avait partagé ça, puis il y a 24 millions de vues. J'ai dit, let's go, Vincent, il y a du contenu viral là-dedans, t'es capable. Ouais, on va s'amuser pour le faire. Puis ça va être. Puis c'est lié aussi à tout l'argument de l'obsolescence programmée. En fait, tu as plein de gens qui disent que ce cartel-là, c'est le début de la tentative de programmer l'obsolescence pour nous forcer à consommer plus, alors qu'il y a une réalité technique bien plus simple. C'est. Vends pas le punch, vends pas le punch. Je vends pas le punch, mais la réalité, c'est que ça va être très le fun. Puis on va bien sûr faire le lien à ça. Puis, bon, c'est la taverne! La taverne. Yes, c'est l'heure de la taverne. Donc, suivez-nous sur le Patreon, patreon.com/iSénéchal pour pouvoir écouter ce segment-là non censuré du podcast.